Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne, point, tétard. Et clin d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties où l'on analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ça va et toi ? Ouais, tu m'as un peu surpris, je m'attendais pas à ce que tu démarres aussi vite. Du coup, j'ai dû me redresser, j'ai dû me mettre bien assez rapidement. Mais effectivement, ça va. Écoute, là, on a pas mal enchaîné là cette semaine. On a parlé d'Invincible, voilà. Là, on a parlé d'Electric State. On a pas mal enchaîné, et puis ça a bien marché sur Invincible. Donc, écoute, ouais, on est content, quoi. Oh bah oui, ça fait plaisir. Vous nous écoutez, donc bah voilà, on fait pas ça dans le vide, ça qui est. C'est ça. Plus on a des petits commentaires et tout, ça nous fait plaisir. Qui sont pas d'accord avec tout. Mais écoute, c'est pas grave, tant que voilà, on est là pour échanger de toute façon sur le cinéma, et on est aussi, là aussi pour parler d'actuista, non ? Et oui, on va commencer comme d'hab avec Marvel, n'est-ce pas ? Et on va parler de Spider-Man 4, et il y a la première vraie news en fait de Spider-Man 4 qui est tombée sur le coup, parce que là c'est Deadline et tout, ce genre de journaux qui ont lancé la première news. Sadie Sink a été castée dans Spider-Man 4, on ne sait pas son rôle. Alors nous on avait parlé qu'elle serait peut-être en rôle pour Jean Grey dans un prochain film X-Men. Alors selon les rumeurs, là ça parle qu'elle pourrait peut-être jouer Jean Grey dans ce Spider-Man 4, mais ça pourrait possiblement être aussi Mary Jane Watson. En fait, les journaux n'en savent rien. C'est surtout ça que je pense qu'il faut retenir. Mais à côté, on sait aussi que les camarades de classe de Peter Parker seront beaucoup moins présents dans le film. Voilà. Et le film sortira en juillet de l'année prochaine. Ouais, bah écoute, en même temps, il y a les rousses, donc tu fais le calcul de toutes les rousses de l'univers Marvel et tu essaies de savoir qui c'est pour le coup. Après, c'est vrai qu'on aurait dit Mary Jane de base, parce que une rousse castée dans un film Spider-Man, voilà, c'est Mary Jane Watson, mais ça ferait bizarre qu'il y ait une deuxième MJ, genre ce serait je sais pas, je trouverais ça chelou. Puis encore Mary Jane, je sais pas s'ils vont la mettre. Pour le coup, je me dis ouais, c'est possible que ce soit Jean Grey, qu'ils introduisent les X-Men comme ça, mais après c'est vrai que c'est bizarre d'avoir Jean Grey dans un film Spider-Man, juste une Jean Grey comme ça. C'est assez spécial, genre elle est tout le film, elle est pas avec les X-Men, elle est avec Spider-Man. OK. Spider-Man, ouais. C'est spécial pour le coup. Après que les camarades de classe, donc j'imagine Zendaya et son meilleur ami là, soient moins présents. Ned. Pour le coup, bon, j'aurais aimé qu'ils soient pas du tout dans le film, mais au moins ça veut dire qu'ils seront pas, voilà, ils vont pas monopoliser le film, c'est déjà ça pour le coup. Et puis je pense que ça va être juste des réminiscences du passé et qui va passer à autre chose. Je pense ce Spider-Man. Je pense vraiment que oui, voilà, ça va être une nouvelle direction, je pense, clairement. Je pense que il va tout cela ça va jarter, et pour le mieux pour moi. Après ouais, Sadie Sink, j'aime bien Sadie Sink, voilà. Après je t'avoue que je préférais finalement Jean Grey, parce que j'ai la flemme de voir Mary Jane Watson, une nouvelle love interest avec Peter Parker. Ouais, moi je voulais Black Cat, voilà. ou alors ça va être une amourette entre Spider-Man et Jean Grey, ce qui est le truc le plus bizarre, je pense, qui énerverait tous les fans possibles, je pense, de comics, quoi, pour le coup. Ou alors ça va être Gwen Stacy. Parce qu'il y en a qui avaient montré que comment elle s'appelle, Emma Stone, et aussi l'actrice qui fait Gwen Stacy dans Spider-Man 3, Après Dallas Howard. Brisa Howard, en fait elles étaient rousses avant de s'éteindre en blonde pour le rôle. Ah ouais, non, mais ça c'était rumeur 2. Ça, c'est pas sûr. Non, mais ça parlait aussi de d'autres actes de Madeline Klein, je crois, aussi pour Spider-Man 4. Au bout d'un moment, tu sais, il y avait des rumeurs. Ça c'était une rumeur, oui, mais ça c'était autre chose, ça. Ouais, non, mais peut-être qu'ils cherchaient quelqu'un, voilà, ils ont finalement ils ont banqué sur Sadie Sink, mais ça se trouve ce sera Black Cat et ça aura rien à voir. Ouais, aussi possible. Donc après il y a une autre rumeur, c'est Mayday Parker qui est la fille de Peter Parker. Donc, si c'est la fille, ça viendrait sûrement d'un autre univers. Bon. Oh là là, là ça rejoindrait des trucs de multivers, encore une fois. Donc bon, c'est ça. Ouais, non, j'ai pas envie de ça. En fait, finalement, je préfère Mary Jane Watson. Je préfère Mary Jane Watson, je pense, qu'un truc de multivers, personnellement. Ouais. Mais après, Jean Grey, je le vois bien, moi, parce que je me souviens qu'ils avaient dit qu'ils voulaient introduire les X-Men, mais tu sais, en mode un peu doucement, quoi. Dans c'est possible. Et tout. Donc je me dis c'est possible, quoi, mais en plus ça lui irait bien, mais à voir. Pourquoi pas.
Et autre news, cette fois-ci vraiment chez Marvel Studios, parce que là on parle d'un film Sony. Chez Marvel Studios, c'est la série de télévision. Eh ben, elle a commencé son tournage. Voilà, c'est bon. C'est dit la série télévision. La série vision pour la télé. Parce que sinon c'est pas la même chose. C'est bizarre. Mais effectivement, la série Vision a commencé son tournage et on avait dit je pense qu'ils misent pas mal sur le WandaVerse et voilà, ça commence. Est-ce que on aura, je pense, des infos dans les prochaines semaines, peut-être un casting. Wanda, je pense qu'ils vont la cacher si elle est de retour dans cette série-là, mais peut-être des acteurs de Agatha ou autres qu'on peut-être. Après, on a déjà eu, on a le retour d'Ultron. Oui, mais ça c'est les trucs officiels, tu vois. Mais je veux dire qu'il y a moyen qu'il y ait des rumeurs ou tout ça qui sortent dans les prochaines semaines, quoi. Oui, ça c'est possible. Ouais. Mais je pense qu'il y a il y a un acteur qui va être annoncé et on pense que c'est l'acteur de Tommy. Mais on en avait déjà parlé. Ouais. On verra, mais il y a bien moyen. Ouais. Ensuite, du côté de chez Sony, la série Spider Noir donne des infos. La série pourrait être en noir et blanc avec une version en couleur. Donc, il y aurait 2 versions de disponibles pour le coup. Parce qu'apparemment, quand ils l'ont filmé, les moniteurs étaient en noir et blanc. Donc, ils ont un peu pensé la série pour ça. Donc, ça aurait un petit air de film noir, voilà, avec Spider-Man noir. Ça peut être très sympathique dans la série. Maintenant, ils vont mettre 2 versions, donc je pense que ça va être extrêmement bizarre d'avoir 2 versions disponibles pour la série. Mais écoute, pourquoi pas. Mais après, moi, je dirais pas non à une série en noir et blanc. S'ils l'ont pensé comme ça et tout, moi, je voudrais bien voir ça, même si je ne suis toujours pas convaincu par la série. Il va falloir vraiment mettre un trailer qui me convainque. Ouais, mais tu crois qu'ils vont le faire, toi? Moi j'ai quand même un doute sur le coup qu'ils sortent 2 versions de la série. Je crois pas. Je pense qu'il y aura qu'une version et le noir et blanc, je sais pas du tout s'ils vont tenter ça. Pour l'instant, c'est un mec. Peut-être des passages, quoi, mais ouais. Ah, je sais pas si c'est des passages. Bah après, si c'est que des passages, ce serait bizarre dans la série de dire juste des passages en noir et blanc et des passages en couleur et tout. Je sais pas. Moi, je pense qu'ils vont soit sortir tout en noir et blanc, soit tout sortir en couleur. Même si je pense qu'ils vont tout sortir en couleur. Voilà, pour pas prendre de risques et tout. Mais ce serait un petit peu dommage quand même. Parce que, c'est dommage de dire ça pour ensuite sortir une version en couleur et tout. Ce serait chiant quand même. Ouais, moi j'y crois plutôt à une version couleur, comme toi. J'y crois moyen à la version noir et blanc, surtout quand tu veux toucher un public large. Ouais, je sais pas. C'est pour ça que je me dis peut-être qu'il y aura des versions, tu vois, genre, mais je sais pas comment ça marchera sur Disney+, tu pourras choisir ta version et tout, c'est assez spécial. C'est Prime Video sur Prime Video, pardon. Ouais. Bon, on va parler de Disney+, d'ailleurs. Tiens, voilà, vu que tu parlais de Disney+, exact. Eh ben, Percy Jackson et les Olympiens étaient déjà renouvelés pour une saison 3, alors qu'on n'a toujours pas vu la saison 2. D'ailleurs, la saison 2 serait prévue pour décembre de cette année, donc c'est dans longtemps quand même, quoi. Et c'est étonnant, ils y croient vraiment, cette série-là, sur le coup, ils ont... Mais c'est normal, t'as vu les chiffres de la saison 1, c'était un des plus gros succès de Disney+, la série, quand même, la saison 1, c'était une dinguerie, et je pense que ça a excédé toutes les attentes possibles qu'il y avait sur cette série, et du coup, voilà, ça enchaîne, là, je pense qu'ils vont enchaîner directement. Mais tu sais, comme à chaque fois, tu sais, la saison 1, ils regardent si ça marche, et puis après, ils enchaînent, quoi, si ça marche vraiment, quoi, et là, je pense que ça va enchaîner. Surtout que les acteurs, ils vieillissent très vite. C'est ça, donc va falloir enchaîner assez rapidement. Après, je crois que dans les bouquins, ils grandissent, quoi, mais bon, faut faire gaffe qu'ils grandissent pas trop vite, quoi. Comme Harry Potter, quoi, ce genre de truc. Ouais. Mais déjà, pendant le tournage de la saison 1, ils trouvaient qu'il grandissait trop vite, l'acteur, donc Mais c'est vrai que là, tu l'avais en interview, je sais pas si tu l'as vu, mais là, il est déjà un peu grand, quoi. Donc déjà, faut aller vite, quoi. Faut rien avoir. Ouais, clairement. C'est ça, l'adolescence, ça grandit vite, On va chez le concurrent HBO Warner. Colin Farrell, c'est le pingouin chez DC, mais pas que, apparemment, puisqu'il serait en discussion, Colin Farrell, pour être Sergent Rock dans le film de Luca Guadagnino, Sergent Rock. Et ça fait suite à... on avait eu des rumeurs comme quoi Daniel Craig devait potentiellement incarner Sergent Rock, etc. Bon, c'était des rumeurs, ça a été démenti, enfin bref, voilà. Mais en tout cas, il est écarté. Et je pense que DC, ils ont fait, mais attends, mais qui c'est qu'on peut appeler rapidement, qui a déjà travaillé chez nous peut-être ? Ah mais Colin Farrell, allô Colin, est-ce que tu voudrais être dans Sergent Rock? Et voilà, Colin Farrell, que moi c'est un très bon acteur, que j'aime beaucoup et qui serait dans Sergent Rock. Je vais anticiper déjà ce que beaucoup de gens vont possiblement dire en mode ça fait doublon avec le pingouin. Avec le pingouin on le reconnaît pas, voilà. Je suis désolé mais le pingouin il a une il est complètement grimé et tout. Je pense que dans Sergent Rock ce serait une performance complètement différente pour le coup et je pense que
s'il est casté, ça lui ira très bien. Colin Farrell, je pense c'est un acteur assez versatile, il peut jouer pas mal de choses. Et moi, je le verrais très bien en Sergent Rock pour le coup, quoi. Oui, je pense que dans l'histoire et tout, il va être bien, il y a pas de souci et tout. Moi, j'ai plus peur d'un truc, je commence à avoir peur de l'annulation de The Batman Partie 2, en fait. Parce que, voilà, Colin Farrell qui est annoncé là-dedans, puis en fait, là, dans les articles, il disait, ouais, ça va tourner en automne. Maintenant, ils disent, ouais, ils espèrent le tourner en fin d'année. Je suis en mode, ça sent pas bon, quoi. Enfin, moi, ça me fait peur. Et le fait qu'ils annoncent Colin Farrell, là, en mode, on va tourner un truc avec lui, et il va pas tout de suite tourner Batman, je sais pas, après, pour le coup, il était annoncé, après, le script est pas fini, mais il était annoncé qu'il avait genre 5-6 scènes, hein, dans The Batman Partie 2, que c'était pas non plus, un tournage de fou, quoi. Et là, Sergent Rock, le tournage, ça arrive très bientôt, normalement. Donc, tu vois, Batman, je pense que ça sera bien plus tard, quoi. C'était prévu pour cet été. Si l'autre, il finit son script. C'est ça, c'est qu'il a toujours pas le script en entier et tout. Enfin, moi, Après, je sais pas si ça va être annulé du tout, pour le coup, parce que de Batman, la série de Pingouin, c'est des succès, quoi. C'est vraiment des succès, donc je pense juste que le mec il galère à écrire. Moi, je pense que c'est juste ça, hein. Je pense juste que c'est ça et que ça va être repoussé comme pas possible. Mais après, ce qui est bien possible, c'est que ça se trouve Batman de Private Ball sortira avant de Batman Partie 2. Il y a un monde où c'est possible, quoi. Moi, j'ai peur que, j'ai peur. Je me dis que ça se trouve The Batman qui devait sortir en 2027 là. Ouais, ce sera pour Brave. Ils vont nous dire en fait, ce sera Brave the Bold et puis The Batman serait pour l'année d'après. Ouais, pour 2028 et tout, c'est possible. Ouais, c'est compliqué, mais bon, on espère quand même que ça sortira un moment. Parce que là, pour le coup, c'est chaud, quoi. Il y a eu des problèmes chez Warner avec la compagnie Village Roadshow. Et la compagnie Village Roadshow va dépose faillite parce qu'après une dispute financière, notamment par rapport à The Matrix Resurrection, donc le dernier Matrix. Voilà, c'était la compagnie de production qui était derrière Matrix, Joker, le film Lego, Zoolander, I Am Legend, enfin je suis une légende, Mad Max Fury Road et Happy Feet. Donc quand même une boîte assez importante, quoi. Et ouais, sur le coup, elle s'en va, quoi. Ouais, il y a eu des gros problèmes en fait au niveau du Covid avec beaucoup de films qu'on fermé. Et c'était une boîte en fait qui travaillait énormément avec Warner Bros. Donc en faisant des coproductions. Et ils ont coproduit avec Warner Bros. De Matrix Résurrection. Problème, Warner Bros. A dit Matrix Résurrection, là c'est le Covid, on va le sortir dans les salles et en même temps sur HBO Max. Et du coup, ça a créé plusieurs problèmes et au Village Roadshow, ils étaient pas du tout d'accord. C'est ça. Et donc, du coup, Village Roadshow était pas du tout d'accord et surtout qu'ils ont dû perdre beaucoup d'argent dans l'affaire. Et du coup, maintenant, les deux boîtes se haïssent et se font la guerre. Et il y a une guerre juridique aussi qui a été engagée. Mais apparemment, Village Roadshow, ils ont des millions et des dizaines de millions de factures juridiques impayées. Ils ont accumulé les factures et les dettes et tout ça. Et ils se sont retrouvés sur le côté et ils vont se faire racheter sûrement par une boîte. Maintenant, il va falloir laquelle parce que c'est quand même Village Roadshow, ils ont des droits sur quand même pas mal de grosses licences, hein. C'est la série des Oceans, par exemple, c'est eux, Matrix, la trilogie Matrix, c'est eux, les Lego Movie, il y a plein de films oscarisés aussi que c'est eux, quoi. Donc il y a pas mal de grosses boîtes, je pense, qui vont vouloir acquérir le Village Roadshow Pictures. Donc va falloir voir dans les prochains mois qui c'est qui va racheter, quoi, tout ça. Eh ouais, parce que il y a des choses à faire. Clairement. Mais ouais, c'est triste quand même. On va du côté des plateformes et chez Netflix, le film Narnia de Greta Gerwig a peut-être trouvé son acteur, puisque Daniel Craig est en rumeur est en discussion pour incarner l'oncle Andrew Kitterley. Je ne sais pas qui est cet oncle Andrew Kitterley de l'adaptation de Narnia, mais apparemment il est en discussion pour donc c'est le premier gros nom de cette saga qui devrait venir, saga qui devrait coûter je sais pas combien de millions, vu que ils mettent 320 millions sur des films de toute façon Netflix, donc pour une saga de film Narnia, je pense qu'ils ont dû mettre la pâtée, donc je pense qu'on aura un casting énorme, quoi, pour et Daniel Craig est le premier à être dans les discussions, et je pense qu'ils vont tourner cette année, hein. Je pense il y a moyen qu'ils tournent cette année, fin d'année. Hein, c'est censé sortir l'année prochaine, donc il faut qu'ils le tournent cette année. Oui, c'est vrai. Ouais. Parce que c'est un gros projet quand même. Et donc sur le coup, c'est pas Sergent Rock, c'est l'oncle de Narnia. Donc, pourquoi pas. Il choisit ses rôles comme il veut, écoute. Moi, je juge pas, moi. Non, mais je juge pas non plus. Après Daniel Craig, j'aime bien. C'est sympa. Ensuite, alors là, c'est une histoire assez drôle, puisque le réalisateur de 47 Ronin, Karl Rinch, est poursuivi par le FBI, parce qu'apparemment, il aurait dérobé 11 millions de dollars que Netflix lui avait donné pour faire une série de science-fiction qui s'appelle White Horse.
Donc bon voilà. Et bah comme il a été retenu coupable, bah il pourrait aller en prison pour le reste de ses jours parce qu'il a détourné énormément d'argent en fait. Parce qu'en fait il aurait Netflix aurait acheté les droits pour une série qu'il aurait prévu de faire en je sais pas combien d'épisodes, mais ça date de genre 2018, hein, ça date de 7 ans cette histoire. Et il aurait demandé 11 millions supplémentaires pour financer sa série. Sauf que le problème c'est qu'avec ces 11 millions apparemment il aurait payé des Rolls-Royce et des Ferrari. Et il aurait le reste, il aurait tout investi en crypto-monnaie et apparemment il y aurait des trucs très illégaux qu'il aurait fait avec l'argent. Enfin voilà, des trucs assez sombres et de tournement d'argent et tout. Et bah évidemment Netflix est en mode on n'a pas trop payé pour qu'un mec se paye des Ferrari et tout ça. Et le mec est parti complètement en vrille apparemment. Et là, il pourrait vraiment finir en prison. C'est une dinguerie hein, quand même. Hein. Et du coup, il a pris l'argent de Netflix pour se faire la belle vie. En vrai, pourquoi pas moi, il a bien raison. C'est bon, les mecs qui sortent 320 millions pour faire des films de merde. C'est bon, 11 millions pour eux, c'est 5 centimes pour nous. C'est bon, ils peuvent lâcher 11 millions quoi. Après, c'est vrai que quand tu vois certains films, tu dis effectivement, il y a déjà eu du détournement d'argent. Oui, ils en font eux-mêmes. Pour aller acheter des Ferrari ou je sais pas quoi. Mais ça, c'est fou quand même, cette histoire. C'est assez dingue, mais le mec est vraiment parti en couille complet, quoi. Parce que, bon, qu'il a prison à vie, il faut pas abuser, enfin, n'importe quoi. Enfin. Après, je crois que c'est assez, parce que j'ai vu des articles qui disaient qu'il risquait 20 ans de prison, pour le coup, donc voilà. En tout cas, il risque gros. Hein. Là, il va. Après, bon, je suis désolé, mais des mecs qui veulent beaucoup moins, ils vont en prison pour beaucoup. Donc bon, 11 millions quand même. Oui. C'est quand même pas mal, quoi. Oui, mais bon, c'est Netflix, il a raison. C'est bon. Ouais, c'est vrai que c'est Netflix, bon voilà. On a des nouvelles de la série God of War qui avait été commandée par Prime Video et sur le coup elle a été greenlightée pour 2 saisons déjà par donc c'est le showrunner Ronald D. Moore qui s'en occupe, qui avait travaillé sur notamment qui a fait Battlestar Galactica, très bonne série de science-fiction. Bon, par contre il a dit qu'il savait pas jouer aux jeux vidéo, que c'est pas un gamer, et voilà, toute la sphère geek est tombée sur lui, le pauvre. Voilà. Ouais, bon écoute, faut savoir déjà qu'on va récapituler. God of War, c'est une série qui a été annoncée il y a un moment et il y a eu des gros problèmes créatifs autour de la série et ça devait adapter les 2 derniers jeux, donc le Kratos qui se bat contre des héros nordiques et ça a été complètement refound et voilà, et du coup c'est ce showrunner là qui est venu voilà, qui est pas du tout un débutant, quoi, qui est un mec qui est là dans l'industrie depuis une vingtaine, peut-être 30 d'années. Et là pour le coup, il a dit oui, j'ai jamais joué au jeu, je suis pas un gamer et tout. Alors oui, effectivement, ça fait peur d'entendre un mec qui dit ça, qui adapte un jeu vidéo, mais c'est pas parce qu'un mec a joué au jeu qu'il va plus ou moins mieux adapté ou quoi. Enfin, je veux dire, le mec a quand même adapté des univers geeks, pour le coup. Bah, tu vois, le mec, c'est pas un débutant non plus. Donc, pour moi, c'est pas corrélé. Genre, c'est pas parce que le mec a pas joué au jeu, enfin, voilà, il est pas un gamer qu'il va mal adapter. Enfin, pour moi, ça se joue pas là, tu vois. C'est ce qui va comprendre l'essence de ce qu'il a raconté dans God of War et tout. Je pense qu'il est capable de le comprendre, voilà, pour le coup. Voilà, quand tu sais que Hugh Jackman n'avait lu aucun comics avant de faire Wolverine, et pourtant il le fait très bien, c'était un des meilleurs casts des X-Men, quoi. Bah, tu vois, ça va rien dire, quoi. Voilà, après, moi, j'ai toujours peur, hein, quand même, que, je sais pas s'ils vont bien adapter ou quoi, mais pour le coup, le fait que ce soit pas un gamer, pour moi, c'est pas, voilà, c'est pas grave non plus, hein. Ça veut pas dire qu'il va avoir un mépris pour le jeu vidéo ou quoi, voilà. Le mec a fait des séries de science-fiction, tu vois, je pense que les univers geeks, ça l'intéresse, tu vois, donc, je pense qu'il va quand même se donner pour la série. Puis il peut se renseigner, il peut regarder des vidéos YouTube, des vidéos YouTube, non, mais oui, voilà, il peut regarder très bien l'histoire et tout ça. Mais pour moi, c'est pas corrélé en mode oui, le mec a pas joué, il peut pas adapter bien. Enfin bref. Voilà, ouais, surtout qu'on n'est pas sur un, comme on dit, sur un débutant. Il a fait Battlestar Galactica et puis j'ai vu, il a fait aussi For All Mankind, qui est aussi une série sur Apple qui est très réputée. Donc oui, clairement. On est sur quelqu'un quand même d'assez bon, donc normalement ça devrait le faire. Enfin, on verra. Et une autre adaptation, cette fois d'un manga en live action, c'est le manga Claymore qui va être adapté en série télé, et ça va être produit par Masi Oka. Masi Oka qui est l'acteur qui jouait Hiro, il me semble, dans la série Heroes. C'est ça, ouais. Hiro Nakamura. Voilà, et ça sera produit par CBS Studio, donc je sais pas, j'ai regardé les articles, j'ai pas vu où ça sera diffusé, donc je sais pas. CBS, je sais que c'est une chaîne de télé, mais après, est-ce qu'ils vont vendre ça à une plateforme ou quoi, je sais pas. Ouais, bah alors Claymore, c'est quoi? C'est, je crois que toi t'as lu, hein, ou pas? J'ai vu un peu. C'est un genre de berserk, c'est c'est de la dark fantasy, quoi. C'est de l'heroic fantasy avec une héroïne qui a une énorme épée. Voilà. Ouais, c'est pas comme Berserk. C'est ça. Sauf que c'est une meuf. Mais ouais, j'ai vu un truc, ça elle a une Claymore qui est une épée, quoi.
Voilà, c'est un peu de la dark fantasy, des univers médiévaux assez durs et tout ça. Et je crois qu'il y a une série d'animation de Madhouse au milieu des années 2000, je crois. Je crois qu'elle est pas mal réputée. Je crois pas qu'elle adapte tout le manga. Mais je crois qu'elle est pas trop mal pour le coup. Mais après oui, effectivement, moi j'ai toujours vu de loin et c'est vrai que ça me donne pas mal envie. Claymore pour le coup, ça a l'air vraiment sympathique. Voilà. Mais après en série télé live, oulala, adapté par des Américains, ça sent la merde, les amis. Après pour le coup, peut-être que moi je le connais en tant qu'acteur. Il a l'air d'être très fan de ce que j'ai compris dans l'article. Peut-être, voilà. Mais bon après ça, comme je l'ai dit, c'est pas parce que t'es fan. Voilà, comme on a dit avec God of War, c'est parce que t'es fan que tu vas forcément bien adapter. Ça se trouve, voilà, il y a des. Mais pour le coup, oui, c'est vrai que ça va être très difficile à adapter, il va falloir sûrement un gros budget parce que c'est quand même des gros univers de dark fantasy. Est-ce que je suis rassuré? Non, mais pour le coup curieux, oui. Curieux, oui, plutôt parce que après j'ai pas vu la série, peut-être que je regarderai la série animée un moment et voilà, ça me fera rentrer dedans, mais bon là quoi. Ouais, elle est pas très longue, c'est une vingtaine d'épisodes. C'est ça, mais c'est pour ça que je crois pas que ça adapte tout le manga. Voilà. Non, c'est beaucoup plus long le manga. Ensuite, on va chez Lionsgate pour une bombe qui a été lâché. Saw 11, qui devait sortir cette année, ne sortira pas cette année. Selon la source, en fait, tout a dérapé en janvier 2024. Les producteurs ont commencé à se battre, carrément. C'est tandis qu'un producteur tentait de foncer sur le film, l'autre mettait des bâtons dans les roues, étouffant la production de Saw 11. Et la source suggère que Lionsgate n'avait personne pour apaiser le désaccord. Et la source dit que la franchise pourrait être vendue ailleurs et qu'elle recommencera probablement. Voilà, c'est la grosse bombe après Saw 10 qui avait plutôt bien marché, qui était les Saw 11 c'était directement sur les rails et c'est tout hein. C'est ça, mais apparemment il y a un scénariste qui a pas du tout rempli son contrat et ça fait un moment que y a pas de script en fait sur la table en fait et pour le film du coup on savait pas mais dans la tourmente depuis un moment et boum le film est complètement cancel. Donc voilà, on sait pas du tout pour l'avenir de la saga ce qui va en revenir, mais c'est vrai qu'on s'y attendait pas du tout quoi pour le coup. Non. Donc, voilà, on sait pas tout ce qui se passe en interne pour le coup. Ouais, parce qu'à la base il devait sortir fin d'année dernière, il me semble, ce film-là. Ce qu'ils avaient dit à toute base en septembre 2024. Il devait pas sortir en septembre 2025 ? Ok. Non, à la base il avait été repoussé justement sur le coup, parce qu'en fait il y avait ça qui se passait, mais nous on savait pas. Oui, c'est ça, ouais, c'est ce que je savais pas. Ouais, et en fait pendant un an ils se sont tous pris la tête, ça s'est très mal passé. Et ouais, donc au final c'est annulé quoi. Mais ouais, sur le coup ils vont, comme il dit, peut-être que ça va être racheté par une autre boîte et ils vont faire un reboot, hein, c'est possible, hein. Parce que l'acteur qui joue le méchant là, il commence à être vieux, non? Ouais, mais après oui, c'est vrai, mais après bon, c'est tellement l'emblème de la saga maintenant que bon, tu vois, on sait pas ce qui devait se passer quoi. Parce que en fait, il faut savoir que Saw 11, Saw 10 et Saw 11 du coup, c'est des préquels à Saw genre 2 ou 3 quoi. Tu vois? Ouais. Et celui-là, je crois que le script de base c'était que c'est un mec qui lui faisait une fraude à l'assurance ou je sais pas, enfin encore un mec qui l'a berné et qu'il allait torturer, enfin bref, c'est vraiment Saw quoi. Donc bon, ça allait être un peu de la merde je pense, mais c'est vrai que bon, si vous reboot la saga, je sais pas si ça va marcher de reboot la saga, je sais pas ce qu'ils vont en faire. J'ai pas déjà essayé avec Jigsaw un peu, non? Non, parce que Jigsaw il revenait hein, le personnage était là quoi. C'est plus avec Spiral, qui est un film qui se passe en gros dans l'univers de Saw, mais en fait qui a quasiment pas beaucoup de références quoi au film de base quoi. Mais ça se passe dans l'univers de Saw et tout, mais enfin c'était de la merde Spiral quoi. Donc voilà quoi. De toute façon que cette saga de toute façon ça peut voilà, c'est jamais très ouf à part le premier quoi. Après c'est plus compliqué. James Wan quoi. Et comme on parle de reboot, un reboot qui celui-là va arriver, c'est un nouveau film Starship Troopers qui est en production et qui va être réalisé par Neil Blomkamp, donc qui a réalisé District 9 et dernièrement Gran Turismo. Il y avait Chappie et Elysium, et donc c'est Sony qui est derrière la nouvelle adaptation, et ça ne va pas être un remake du film de Paul Verhoeven, mais ça va être une adaptation littérale du livre, du bouquin de base de 1959. D'accord, après je crois que Starship Trooper effectivement ça doit beaucoup à Paul Verhoeven hein, pour le coup, parce que c'est un film de science-fiction satirique qui se foutait ouvertement de la gueule des États-Unis, même si il l'avait pas forcément compris à l'époque. Aujourd'hui, à l'heure du cynisme, à l'heure du métatextuel et tout, je sais pas du tout comment ils vont adapter ça. Neil Blomkamp qui revient à la science-fiction après il avait fait 2 films, il avait fait un film d'horreur qui était aussi un peu de SF mais qui coûtait genre quelques millions, qui avait pas marché. Il avait fait Gran Torino.
Gran Turismo. Ouais, c'est pas la même chose. Hein. Pas du tout la même chose. Moi, Neil Blomkamp, je trouve que c'est un peu une fraude. Voilà, pour le coup, je trouve que c'est un one shot guy. C'est un mec qui a fait un bon film et voilà. Et voilà. Je sais pas du tout s'ils vont réussir à bien l'adapter. Est-ce que ça me donne envie? Je sais pas du tout. Voilà, pour le coup, de revoir Starship Troopers, mais pas par Paul Verhoeven. Je pense que ça sera automatiquement moins bien, déjà. Donc, ouais. Après, au moins, ils font pas la même chose, donc ce sera autre chose, quoi. Oui, au moins, ils vont adapter après, je crois que, oui, il a pas mal transformé le roman et tout, donc voilà, mais, est-ce que ce sera si pertinent et intéressant que ça? Surtout que Neil Blomkamp, voilà, enfin, et oui, il a fait District 9. Après, moi, Chappie et Elysium, voilà, je suis beaucoup moins fan du bonhomme, voilà, pour le coup. Donc, je sais pas. Chappie, à l'époque, j'aime bien aimé, mais en vrai, quand je me rappelle qu'ils utilisent des PS4, là, pour faire un Mia ou je sais pas quoi, là. Ouais, je suis en mode, peut-être si je revois, je vais peut-être trouver ça ridicule. C'est pas le truc le plus horrible du film, hein, en plus, hein, mais bon. Oui, c'est Hugh Jackman avec sa. Ah oui, putain. Ouais, le méchant. Et on va finir ces news avec les awards qui arrivent, enfin les awards, les festivals, puisque le festival de Cannes, on a des infos sur les films qui ne seront pas au festival de Cannes, puisqu'on a le film de Yorgos Lanthimos, Bugonia. Voilà, Yorgos Lanthimos qui est un habitué du festival, mais aussi qui est un habitué de la Mostra de Venise. Donc peut-être qu'il va mettre Bugonia pour la Mostra de Venise. Donc toujours avec Emma Stone, voilà, puisque voilà les deux sont en duo depuis 2 films et là ça continue. Le nouveau Paul Thomas Anderson avec Leonardo DiCaprio qui a coûté 150 millions. 3 films. Bah pour l'instant ils ont fait que 2 films. Là c'est le 3e film. Non, c'est le 4e. Bah, La Favorite. Ah putain, oui, c'est vrai qu'ils ont fait La Favorite. Ah ouais, putain. Oui, non, j'ai oublié La Favorite, effectivement. Ouais. Ça va être le 4e film, donc il s'arrête plus entre les deux. Non, ça s'arrête plus du tout. Paul Thomas Anderson, le nouveau film avec Leonardo DiCaprio qui a coûté 150 millions de dollars et on pouvait s'attendre à ce qu'il commence à Cannes et non, il va pas commencer à Cannes pour le coup. Mais je crois qu'il y avait des rumeurs qui voulaient qu'il pousse le film à sortir beaucoup plus tard, donc qu'il soit dans les festivals de fin d'année pour essayer donc sûrement la Mostra de Venise pour aller aux Oscars et il y a moyen que ce soit ça. Le nouveau film de Céline Song, donc Matérialiste, donc celle qui avait fait Past Life qui avait beaucoup marché, et voilà, il serait pas là non plus. Le nouveau film de Benny Safdie de Smashing Machine avec Dwayne Johnson qui va peut-être avoir un Oscar l'année prochaine, voilà. Qui sait, ne sera pas à Cannes, voilà, ils sont sûrement dans d'autres festivals, il y en a plein cette année. Par contre, il y a quelques films qui ont déjà décroché leur ticket et le seul qu'on peut révéler c'est le film de Jim Jarmusch qui est aussi un habitué de festival qui s'appelle Father, Mother, Sister, Brother avec Cate Blanchett, Adam Driver, donc un habitué de Jim Jarmusch et Tom Waits. Donc voilà, on aura sûrement des infos dans les semaines qui viennent des films qui sont confirmés pour le festival de Cannes. Voilà, Ista. Exactement, dommage pour ceux qui viennent pas. Les absents ont toujours tort, comme on dit. Ça va, ils pourront se refaire ailleurs. Mais c'est vrai que le festival de Cannes, c'est quand même le plus gros festival du monde, donc bon, voilà. Je sais pas quand on va voir la sélection, mais ça doit pas tarder, parce que c'est en mai, je crois, le Cannes. C'est milieu mai, ouais. Donc c'est sûrement le mois prochain, je pense qu'on aura la sélection. On avait lu un peu l'article de, je sais plus si c'était Variety ou je sais plus, mais c'était The Hollywood Reporter, je crois. Mais il y avait beaucoup de retours de réal qu'on n'a plus vu depuis longtemps, donc ça pourrait mieux d'être intéressant, ouais. Il y avait aussi Terrence Malick aussi, on s'est dit est-ce qu'il va venir, puisque le mec ça fait 6 ans qu'il travaille sur son film, sur son dernier film, et il est toujours en montage, et qu'il serait peut-être pas à Cannes, peut-être qu'il sera à Cannes, et voilà, donc les fans de Terrence Malick, voilà. Ils attendent son prochain film avec 2 pieds fermes, quoi. Et voilà, pour les news de la semaine, on va finir avec une chronique box-office, mais avec une grosse chronique box-office cette fois-ci, ça. Ouais, je crois qu'elle va durer un petit moment, sur le coup. Plus que d'habitude, en tout cas. Ouais, plus que d'habitude, parce qu'on a pas mal de chiffres. On va commencer avec Captain America Brave New World, qui, voilà, pourrait finir son run autour de entre 405 millions et 440 millions sur son box-office mondial. Donc, un budget de 280 millions, et ce serait le 2e plus bas film de la franchise niveau box-office, quoi. Il serait juste devant First Avenger, quoi. Ouais, c'est un des films Marvel qui rapportera le moins depuis le début, quoi, en fait, pour le coup, parce qu'il est en dessous même d'Ant-Man 3 qui était à 470 millions. Bon, après, il y a Marvels, mais bon. Ouais, mais bon, de Marvels, oui. C'est un des plus bas, mais de Marvel, c'est vraiment, voilà, il y a eu pas mal de trucs autour, et voilà, c'est une grosse... Mais là, pour le coup, America Brave New World, ouais, c'est un des plus bas films qu'on ait eu, même dans la phase 4, 5, 6, c'est un des plus bas. Donc ouais, c'est pas la folie, c'est pas du tout la folie, là, pour le coup, là, ça commence mal pour Marvel, on l'avait dit, mais oui, effectivement, c'est compliqué. Ouais, je pense qu'ils sont déçus, hein, non. Ah oui, complètement, ouais. Oh, et heureusement qu'il a pas coûté si cher d'après les rapports, pour le coup, ça limite un peu la casse, mais bon. Oui, parce qu'il est rentable quand même, dans l'idée, mais il est tout juste rentable, pour le coup, là, c'est vraiment, ça va être limite, quoi. Ouais, voilà, il est tout juste rentable, mais bon, je
pense que eux, ce qu'ils attendaient, c'est au moins le double, quoi. Parce qu'après on dit qu'elle est rentable, mais on n'a pas le budget marketing et tout ça. Ça se trouve il est énorme. Enfin. Si je l'ai lu, ce serait 100 millions. Ok, pas de problème. Mais en tout cas, là, s'il fait 180 x 2,5, ça fait 420 millions. Donc, donc vraiment, il va être au niveau du seuil de rentabilité, quoi. Pour le coup, ça va être très limite. Et c'est dommage pour Marvel qui commence mal. On a des trackings pour Snow White qui sort là. Et, elle devrait empocher 100 millions dans le monde, pour le coup, pour son premier week-end. Il y avait des annonces qui disaient 50 millions dans le box-office domestique. Et, pour comparaison, par rapport à la petite sirène qui avait fait 163 millions et Maléfique avait fait 175 millions dans le monde, c'est assez bas. Surtout que Blanche-Neige, c'est quand même une grosse franchise. Je pense que le film va pas être un gros succès, quoi. Je pense que ça va être très limite. Bah là, ça sent pas très beaucoup, hein. Sur le coup, 100 millions, c'est pas beaucoup pour un blockbuster comme ça. Il doit avoir un budget de 200 millions, je pense, 150 là, les derniers rapports disent 270 millions pour le film. Waouh, quoi? Ouais. Là, c'est chaud, hein. Ah ouais, donc oui, non, c'est mort. Après, il y a eu pas mal de problèmes, je sais pas si tu te souviens, la grève, il y a eu des problèmes de reshoot aussi, il y a eu des gros problèmes, hein, dans le de tournage, quoi. Donc 270 millions, là, ça va être très compliqué de rentabiliser, hein. Comme on disait, je pense qu'ils ont mis sur un autre film, on en parlera juste après. Le film dit Alto Night avec Robert De Niro, enfin avec 2 Robert De Niro dans le film, pour le coup, qui est un film qui a coûté 50 millions, qui est un film de gangster, etc. Et ça va être un des plus gros flops potentiellement de l'année, parce que le film qui est Rated R, devrait avoir 2 ou 3 millions box-office domestique, ce qui est ridicule pour un film quand même avec Robert De Niro qui joue un gangster, c'est assez fou. Mais après, j'ai vu des gens qui savaient même pas que le film sortait. Il y a aucune publicité sur le film, c'est abusé. Ah oui, rien du tout. Il y a rien du tout. Le film, les gens s'en foutent complètement. Donc voilà, ça m'étonne pas du tout que ce genre de film marche pas, ce genre de film milieu de box-office de budget qui est pas du tout marketé. Bon voilà, c'est assez dommage. Moi j'irai le voir, ça se trouve il est bien, ça se trouve il est pas bien. En fait, je sais rien du tout, mais c'est comme un film avec Robert De Niro qui joue le gangster, donc j'ai envie de le voir. Ouais, mais Robert De Niro qui joue le gangster, ça vend plus, quoi. C'est quelque chose. Ça fait truc il y a 20 ans, quoi. C'est ça, tu vois. Bon, génération actuelle, je pense qu'elle s'en fout, tu vois. Surtout quand on le market pas le film. Oui, en plus. Et en parlant de gros films marketés, Minecraft, le film, lui, il est en tracking pour avoir 58 millions de box-office domestique pour un budget de 150 millions. Donc, il devrait engranger du coup plus que Blanche-Neige sur le box-office domestique, mais pour un budget qui est beaucoup moins impressionnant. Faut voir dans le monde, parce que Minecraft, c'est une franchise qui est populaire dans le monde entier, voilà. Donc, est-ce qu'il fera mieux que Blanche-Neige dans le monde? Faut voir. Ça peut être un film, je pense pas que ce sera un flop, voilà, pour le coup, je pense que ça ira au final, tu vois. Maintenant, est-ce que ça sera un gros carton? Je sais pas non plus, hein, je pense pas. Non, mais vu comment ils le vendent, moi je pense qu'ils s'attendent à un énorme carton, parce qu'il y a des pubs. Par contre, là, on disait qu'il y avait pas de pub pour Alto Night, mais par contre, c'est l'exact opposé. Il y a énormément de pubs partout de ce truc-là. Après, truc Minecraft, voilà, c'est obligé, quoi. Je veux dire, marketing, clairement, quoi. Mais ça sera peut-être tout juste rentable comme Captain America, mais moi je m'attends pas à 1 milliard, quoi, ou 700 millions même pas. Enfin, moi non plus, mais après faut voir dans le monde, parce que voilà, la Blanche-Neige, ça apparemment dans le monde ça déçoit, mais ça se trouve dans le monde Minecraft, voilà, ça va marcher, hein. Ouais, peut-être. Après, si le film est mauvais, avec le bouche à oreille, ça peut tomber très vite aussi, hein, donc faut voir. C'est ça. On va sur les plateformes. Le film dit Electric State, dont on a fait la review et la critique sur la chaîne, sur le podcast, donc allez l'écouter, débute avec 25,2 millions de vues sur Netflix. C'est moins que The Gray Man, que Damsel, que Atlas et plein d'autres films Netflix. Du coup, il sera pas dans le top 10 des films les plus vus de la plateforme Netflix, alors qu'à chaque fois, t'as l'impression qu'un film sort, il est dans le top 10 des films les plus vus. Voilà, c'est sûrement dû à un bouche à oreille qui est pas très bon et un Rotten Tomato score de 15%. Enfin, Ista, une clim pour Netflix, voilà, qui pour un gros film, pour une fois, on te dit pas que c'est dans le top des charts et de trucs, voilà. C'est un film, voilà, en plus qui est pas bon, nous qu'on n'a pas aimé, voilà, dans notre critique. Et voilà, on espérait que le film marche pas tellement, et là, pour le coup, pour une fois, ça a pas l'air de marcher tant que ça. Ouais, je m'excuse pour ce que j'ai dit dans le podcast, où j'ai dit, ça va cartonner encore. Non, mais franchement, tu dis des excuses, mais c'est vrai qu'il y a tellement de films Netflix qui sont nuls et qui à chaque fois cartonnent, sont dans le top et tout, sûr. Que franchement, moi aussi, je pensais pas qu'il allait flop. Damsel Atlas, on les a cités, voilà. Hein, oui, voilà, clairement, tu vois. Mais là, peut-être que enfin, là, les gens en ont marre des films Netflix. Enfin, vraiment, moi, le produit calibré Netflix. Après, je les ai pas tous vus, hein, les films Netflix. Mais là, pour le coup, c'est vrai que j'ai l'impression que le film allait plaire à personne et j'ai vraiment l'impression qu'il donne envie à personne, quoi,
même les gens ils sentent que c'est un produit algorithmique peut-être aussi. Ouais. Et puis, je sais pas si t'as vu Kojima qui a dit, je vais faire une review. Il a dit, j'ai adoré le livre et tout, ce soir, je le regarde. Il en plus jamais reparlé du film. Waouh. Après Kojima, c'est sur quel film qu'il avait balancé des dingueries alors que d'habitude quand il dit pas trop des trucs méchants sur un film, mais quand C'est Captain America justement. Je crois que c'est sur Captain America, il est parti en live. Il a dit je comprends rien au film. Il a dit je comprends rien depuis quand il a le bouclier machin et tout. Oui. J'étais mort de rire. Mais lui c'est le mec le plus random quand même en termes de review quoi. D'un autre côté, Moana 2 qui a fini sur les plateformes après des mois sur au cinéma, tout cartonné puisqu'il a remplongé 1,2 milliard. Et il a fait 27,3 millions de vues sur ses 5 premiers jours de streaming, ce qui est la plus grosse première de Walt Disney Studios et la 3e plus grosse première sur Disney+ d'un film qui est sorti au cinéma. Donc voilà, ça cartonne Moana 2 et effectivement c'était une bonne idée de sortir Moana 2 au cinéma et pas directement sur Disney+, puisque au final, même quand le film ressort sur Disney+, il cartonne, puisque les familles et les gens le revoient ou le voient pour la première fois, voilà. Donc voilà, Moana, c'est une grosse franchise et on va s'en bouffer pendant plusieurs années, puisque là on a le film live action qui sort l'année prochaine et le Moana 3 qui est déjà en production. On a hâte ou non, on n'a pas hâte nous. Ouais, moi j'avais apprécié le premier, mais bon, si c'est au niveau du deuxième, ouais, non merci. T'as envie de voir The Rock en live action Ah, ça peut être marrant, ça. Ça va être rigolo. Avec sa petite perruque et tout, là. Je sais pas. Voilà, j'ai vu les photos, c'est rigolo. Disney+, on parlait de Disney+, et là, il y a eu la sortie de Daredevil Born Again. Et bien, ça a amené un boost de 153% sur la série Netflix qui avait été produite par Daredevil et qui est maintenant dispo sur Disney+. Donc, voilà, ça fait un énorme succès. Les gens se remettent à regarder du Daredevil. Ouais, peut-être que tu vois, ça a donné envie de voir les gens de s'abonner à Disney+, de suivre la série. Et puis on en parlait aussi il y a quelques temps, peut-être que aussi le nombre de viewers de la série Daredevil va augmenter avec le temps. Tu sais, on disait que ça va être ce genre de série. Agatha aussi, je crois que il y a eu un nombre de viewers qui a augmenté, donc peut-être ça va être la même chose pour Daredevil, je le sens aussi, potentiellement aussi. Donc oui, ça se passe plutôt bien pour cette série là pour l'instant. Et on va chez Prime Video, c'est la saison 3 de Reacher, je l'ai peut-être dit un peu bizarre, donc la série d'action qui est maintenant la saison en fait suivante d'une production qui est la plus regardée sur Prime Video, sur Amazon, sur ces 19 premiers jours. La 3e saison a fait 54,6 millions de vues, ce qui est énorme sur le coup et qui est plus que Rings of Power quoi. Ouais, après c'est peut-être pas clair, mais en gros c'est que c'est le rapport dit que c'est une série qui revient, donc c'est pas une première saison en tout cas quoi. C'est-à-dire que une saison 2, une saison 3, une saison 4, donc voilà, et que c'est leur plus gros succès à ce niveau-là, ce qui est plus que The Rings of Power saison 2 où les gens ont abandonné la série pour beaucoup. Et ouais, c'est fou de se dire que cette série-là, que nous on s'en fout, j'ai l'impression, même en France, j'ai pas l'impression que c'est un truc qui cartonne, mais aux États-Unis, ouais, c'est la série est peut-être la plus vue du moment sur Amazon Prime et tout, c'est une dinguerie quoi. Ouais, non mais je crois qu'en France ça fonctionne pas si mal aussi, hein. Je connais des gens qui la regardent moi, donc ouais, je pense que ça prend. Hein. Ok, je connais pas ces gens-là, mais ça ils doivent exister. Déjà il y a mon père. Ok. On a quelques chiffres sur la saison 2 de Severance. Elle a accumulé 3 milliards de minutes en streaming selon Nielsen, qui est énorme, je pense. Oui, de toute façon, cette série, on sait qu'elle cartonne. Là, toute la saison 2, on a eu des chiffres assez fous sur les chiffres. On sait que c'est la série de Apple TV la plus vue. Et ouais, c'est leur série phare maintenant. Et voilà, ça nous confirme juste que la série cartonne encore plus, quoi. Mais elle a toujours pas été renouvelée encore pour une saison 3, mais bon, je pense que ça va arriver. Oui, ils attendent juste la fin de la saison. Ouais, il y a moyen. Et Yellow Jacket, la saison 3 qui est en cours de diffusion, voilà, ses spectateurs ont augmenté de 39% comparé à la saison 2. Ça va être la saison la plus vue de la série. C'est assez fou parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il sort une série Netflix, il y a de plus en plus de gens et tout. Après, c'est vrai qu'il y a Yellow Jacket, il y a eu quand même une petite renommée. Je sais pas, tu sais, nous on nous en a parlé alors que tu vois on n'est pas fan de séries Netflix non plus, mais c'est vrai qu'il y a une petite renommée, je pense. C'est pas Netflix. Ah, c'est pas Netflix, Yellow Jackets? C'est Showtime, c'est une série Showtime Paramount+.
Ok, je sais pas pourquoi j'étais persuadé que c'était Netflix. Je sais pas si en France peut-être il y a je sais pas. Peut-être en France c'est diffusé sur Netflix, mais c'est pas produit par eux. Ok, non mais pas de problème. Mais en tout cas, je sais pas, j'ai l'impression que la série, avec le temps, tu vois, genre la saison 1, j'avais jamais entendu parler de ce truc-là, je pense. Et moi j'en ai entendu parler, c'est passé sur Canal+. Ok. Et j'avais un pote qui m'en avait parlé, qui avait dit c'est incroyable et tout. Bah je sais pas, j'ai l'impression qu'en tout cas avec le temps, elle a gagné, en tout cas ça le prouve, je pense, a gagné une petite renommée, voilà. Enfin, elle devient une série assez populaire. Lilo et Stitch, le live action, on a enfin eu un trailer, voilà, qui a amassé 158 millions de vues en 24 heures. C'est le deuxième trailer d'un live action Disney au niveau des vues qui juste après le premier. Après Le Roi Lion, l'adaptation live. C'est très dur de parler de ça. Mais du coup, ouais, c'est gros carton parce que les gens attendaient, je pense, cette bande d'annonce parce que ça fait des mois qu'on n'a pas eu une image et là on a eu tout le trailer d'un coup. Voilà, quoi. Donc, oui, potentiellement, c'est Lilo et Stitch qui va cartonner aux côtés des du niveau des live action et pas Blanche-Neige, quoi. Ce qui est assez surprenant, quoi. Ouais, c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, on en parlait, mais oui, c'est vraiment moi je sens qu'ils misent tout là-dessus. Ils misent tout sur Lilo et Stitch et que Blanche-Neige, ils le mettent un peu de côté et que, bon, voilà, déjà, on a dit, sur le coup, ils ont pas invité tout le monde à la première de Blanche-Neige et tout, clairement, je pense. Oui, ils ont fait moins de marketing que prévu aussi parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques, donc ils ont un peu mis le film sur le côté, quoi. C'est ça, ouais. Alors qu'à la base, je pense que ça voulait être un énorme projet. Oui, c'est sûr, vu le budget et tout. Je pense que là, ils ont vu que ça allait pas, quoi. Donc, par contre, Lilo et Stitch, il y a moyen que ce soit le premier carton de l'année, clairement. The Last of Us saison 2, le trailer lui aussi a cartonné, il a engrangé le même nombre de vues, c'est assez marrant. 158 millions de vues pour ses pour ses 3 premiers jours, ce qui en fait le trailer le plus vu pour HBO et Max sur cette période. Oui, ça va cartonner. La saison 1 a cartonné, elle a une renommée de fou. Voilà. Personne n'est surpris. La saison 2 va être un carton total pour HBO et sur Max, quoi, ça va être une dinguerie, je pense. Ouais, clairement, bon, ça va être très vu, ça c'est sûr, ça va parler sur les réseaux, tout ça, bon, ça parle déjà. Mais ouais, c'est de toute façon, généralement, quand une saison fonctionne bien, la suivante, elle fait plus, quoi. C'est ça, et là, vu que les gens ont été plutôt satisfaits, voilà. Et nous, on en parlera dans le podcast. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, pour le coup, pour ces news, Ista, et on se retrouve très bientôt pour la critique de Blanche-Neige et les 7 nains. Je sais pas si ça va être bien. Et voilà, on espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. On est disponible partout, sur Apple Podcasts, sur Acast, sur Deezer, sur Spotify, voilà, sur Podcast Addict. On est disponible partout. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux à la nuit des sorties, donc sur Twitter, sur Blue Sky, sur Insta, sur TikTok, sur YouTube. On est partout. Et on se retrouve très bientôt, Ishta. Ouais, à bientôt. Allez, ciao.